BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous des contemporains du futur. Effectivement, vos pros des cryptos, c'est chaque vendredi en direct sur BFM Business et nos talents non fongibles. Nos NFT du vendredi sont présents, bien sûr, et répondent à notre appel. Aujourd'hui, Owen Simonin nous accompagne. Il est à la tête de la chaîne YouTube Asher, des centaines de milliers de followers, également à la tête de Maria. Bienvenue Owen. Stanislas Barthélémy aussi nous accompagne. Bonjour Stanislas. Bienvenue, venez entrez en scène, vous aussi Stanislas Barthélémy. Bonjour Stanislas, senior manager crypto pour KPMG. Bienvenue messieurs. Beaucoup d'actualités encore cette semaine, extrêmement riche et un pas important sans doute pour la démocratisation des cryptos. Ici chez nous, en France, on va détailler les choses. Mais d'abord, Xavier Fenot est avec nous, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Le Bitcoin, là, on en est où? Quel potentiel voyez-vous pour la suite? On termine ce premier trimestre sur un bilan peut-être un peu mitigé. Comment est-ce que vous voyez la suite et le deuxième trimestre qui va s'ouvrir? Oui, à plus court terme, c'est vrai que cette semaine, on est à moins 1% sur le Bitcoin, donc ça va après un plus 4% la semaine dernière. En fait, la bonne nouvelle sur Bitcoin, c'est que justement, depuis un mois, on tient les 75 000 $. C'était les plus hauts de début 2024. Pour ceux qui font un peu d'analyse technique, c'est le passage d'une moyenne mobile à 50 périodes en données hebdomadaires. C'est le repère finalement qui avait déjà permis, été 2024, de ne pas sombrer sous les 55 000 $. Donc ces 75 000 $, c'est vraiment ce repère finalement de préservation de la tendance moyen terme qui reste haussière. Donc jusque-là, tout va bien. D'autant plus d'ailleurs que Bitcoin est le plus fort dans cette période de marasme global sur le marché crypto. Je rappelle, avec aujourd'hui 62% de dominance du Bitcoin, c'est son poids dans le marché. On est bien au-delà des 40% finalement de début 2023. Alors, la mauvaise nouvelle, ou plutôt on va dire les mauvaises nouvelles, c'est que déjà, on n'arrive pas à réintégrer les 90 000 $. C'était ce niveau qui avait tenu pendant des mois entre novembre et mi-février. Il faudra le repasser pour changer de psychologie de marché plutôt tendu jusqu'à présent. Deuxième chose, on voit les marchés traditionnels, notamment Wall Street, qui encaissent toujours le coup de cette baisse qu'on avait connue de mi-février à mi-mars de moins 10%. Vu le contexte politique, géopolitique, les tensions commerciales, on risque pas de se relever finalement de sitôt. Et vu que le marché crypto est une classe d'actifs risqués qui suit à peu près les mouvements de Wall Street, ça risque d'être un peu toujours dans ce mimétisme. Et puis troisième chose, n'oublions pas qu'en 2024, ça a duré plus de 6 mois finalement avant que le marché crypto ne se dynamise. Et là, la consolidation vient tout juste de commencer, donc il va falloir être patient. Donc, vu le mouvement qu'on a eu malgré ces dernières semaines, je reste enthousiaste, d'autant plus sur le Bitcoin, parce que c'est vraiment pas un problème, techniquement parlant, de consolider. Bien au contraire, pour que ça respire. Peut-être tout ce qui a été pressé fin 2024 avance, notamment tout ce qui a été annoncé aux États-Unis, que ce soit les réserves en Bitcoin, les allègements de régulation, etc. Aujourd'hui, on prend conscience que le marché s'est peut-être un peu emballé. Donc, au-dessus des 75 000 $, tout va bien, patience, à suivre ces prochains jours et semaines la reconquête des 90 000 $ qui redonnerait de l'air frais pour la suite. Vous le disiez, la dominance du Bitcoin est de plus de 62% désormais, donc on est sur des plus hauts en termes de dominance. Derrière le dauphin, ça reste quand même Ether, mais c'est vrai que c'est un dauphin de plus en plus contesté. Comment est-ce que vous voyez le potentiel technique sur Ether? C'est le problème justement, c'est qu'il y a le Bitcoin et il y a le reste. Et le tableau est objectivement un peu moins glorieux. Alors on va commencer par le numéro 2, l'Ether. Sa faiblesse vis-à-vis du Bitcoin continue de croître, ce qui le fait plonger donc sous les plus bas de 2024. C'était les 2200 $. Début de semaine, il y avait un petit regain d'espoir, regain d'intérêt, mais rapidement effacé. Techniquement, on regarde à court terme, les tendances sont toujours baissières sous des moyennes mobiles à 20 jours. C'est la matérialisation de ces tendances. Pour retourner cette psychologie négative finalement longue de plusieurs semaines, il faut une vraie rupture, une impulsion haussière violente pour vraiment virer de cap. À long terme, j'ai pas vraiment d'inquiétude parce qu'on l'a déjà vu finalement l'Ether passer de 5 000 $ à 1 000 $ pour refaire 4 000 $ plusieurs fois. Mais à court terme, c'est vraiment 2 200 $ qu'il faut regagner au plus vite pour valider la fin de cette tendance baissière de ces dernières semaines. Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Merci Xavier de nous avoir accompagnés cette semaine. Alors la semaine a été donc très très riche et le très grand public est désormais invité au festin. Une toute première offre très grand public a vu le jour cette semaine en France. On analysera la structuration de cette offre. On verra ce que ça dit du potentiel du marché auprès des particuliers. Et puis, quelle sera la prochaine grande banque à accélérer et proposer des cryptos sur livret ordinaire? Nos pros ont une idée sans doute sur la question. En tout cas, on va leur poser cette question. On parlera aussi des stablecoins. Et si 2025 était l'année des stablecoins? On a battu cette semaine un nouveau record de stablecoins en circulation. L'approvisionnement bat des records. On vous expliquera. Et puis les blockchains, BPI qui va doubler ses investissements. Et de nouveaux cas d'usage aussi qu'on détaillera avec nos pros des cryptos. On est à vos côtés. C'est votre machine à concentrer l'essentiel en à peine 20 minutes. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros. Ils sont là. Owen Simonin. Bonjour Owen. Bonjour. À la tête de Meria et votre chaîne YouTube Asher. Stanislas Barthélémy. Salut Stanislas. Bonjour Guillaume. Quelle entrée tout à l'heure. Quelle entrée triomphe romaine, cette entrée. Stanislas Barthélémy pour KPMG. Messieurs, on est ravis de vous retrouver pour parcourir l'ensemble de l'actualité de la semaine. Elle a été riche cette semaine. Et des étapes importantes peut-être pour la démocratisation des cryptos en France. Première pierre, BlackRock qui a lancé son premier produit Bitcoin européen, à peu près équivalent à ce qui se fait aux États-Unis. Enfin, vous allez nous expliquer. Est-ce que cette irruption BlackRock avec un produit Bitcoin grand public pourrait changer la donne et accélérer fortement la démocratisation? Owen. Il y a quelque chose qui est très important avec BlackRock, c'est l'aura du groupe. Et c'est ce qui fait que quand BlackRock se positionne quelque part, c'est pas simplement pour apporter un nouveau produit, mais c'est également pour dire BlackRock vient d'ouvrir la porte. C'est d'ailleurs eux qui ont lancé la vague des ETF aux US. Ils n'ont pas simplement demandé le premier ETF Bitcoin. Ils ont lancé l'envie à tous les fonds, que ce soit leurs concurrents ou d'autres partenaires, de lancer leurs propres ETF. Et c'est ce qui a fait changer le point de vue sur Bitcoin pour beaucoup d'institutions et qui a commencé à ouvrir les valves. Il y avait déjà des ETP en Europe, mais le fait que BlackRock se positionne, c'est pour moi le plus gros acteur ou l'un des plus gros acteurs de l'industrie financière qui, encore une fois, vient montrer qu'il y a un intérêt. C'est pas leur genre de faire un produit s'il n'y a pas de demande, et généralement quand il n'y a pas de demande, c'est eux les premiers parce que la demande arrive. Donc c'est plus un signal, selon moi, qu'une révolution dans le sens où, pour le coup, en Europe, il y avait déjà des ETP qui permettaient de s'exposer à Bitcoin. Oui, ça ouvre la porte, une grande porte peut-être, Stanislas? Tout à fait. Aujourd'hui, les ETP existent en Europe, on y reviendra. Ils sont listés par certains brokers, c'est-à-dire que tout le monde ne les liste pas et ne les offre pas à leurs clients. Ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est l'éruption d'un acteur américain avec ce produit Bitcoin qui a fonctionné. Maintenant, la question, c'est qu'on a certes des émetteurs d'ETP qui sont crypto-natifs et européens. Quid des grands gérants et gestionnaires d'actifs français, européens? On en a deux, notamment Amundi et Nîmes, qui, à mon avis, vont réagir à ça. Puisque quand les Américains viennent en Europe avec ce produit, parce que la demande a fonctionné, maintenant, il faut réagir. Et donc, j'anticipe un mouvement de ce côté-là. On parle beaucoup des banques. N'oublions pas les gestionnaires d'actifs. Alors justement, la démocratisation, BlackRock donc qui surgit avec ce nouveau produit destiné au grand public en Europe, et puis pour la première fois en France, une grande banque de détail qui, elle aussi, permet à ses clients d'accéder à des produits financiers adossés à des cryptos via leur compte titre ordinaire. Cette banque, c'est Boursobank. 7 millions de clients en Boursobank. C'est la première fois que les cryptos sortent de leur boîte, sont proposés par un acteur financier aussi grand public, Stanislas? C'est la première fois pour une exposition indirecte, parce qu'il faut résumer, il y a deux choses. Il y a des produits gérés, des produits non gérés. Produits gérés, c'est typiquement ce que des gestionnaires d'actifs, type CoinShares en l'occurrence, proposent en structurant un ETP. On récapitule, mais quasiment l'équivalent ETF américain, on schématise. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est pas si dur que ça d'offrir un ETP à ses clients. Sur Boursobank ou sur d'autres, on a déjà accès à une myriade de produits, que ce soit des ETP sur des commodités, que ce soit des ETP sur des thématiques, différentes actions. Pour eux, c'était assez facile de le lister, mais ça procède quand même d'un choix stratégique de dire on offre cette exposition à nos clients, ce qui n'était pas le cas en dépit des initiatives groupes. On pense souvent à Société Générale Forge. Société Générale Forge a construit des produits, stablecoin notamment, mais pas encore la capacité au sein du groupe d'acheter des cryptos. Donc là, c'est simple, pour ceux qui se connectent sur Boursobank, les ETP de CoinShares sont disponibles et en quelques clics, on peut s'y exposer. Des ETP, on peut peut-être expliquer ce que c'est. Un ETP, c'est quoi? C'est acheter des cryptos, mais c'est de la bourse? Enfin, c'est de la bourse ou c'est des cryptos d'ailleurs, messieurs? Pour le coup, le parallèle le plus simple, c'est vraiment celui avec les ETF. La différence, c'est qu'en Europe, pour considérer un ETF, généralement, c'est un panier d'actifs. Il y en a plusieurs. Quand il est composé d'un actif, comme par exemple juste du Bitcoin, en Europe, ça va être un ETP. Mais c'est une question de formulation. Ça va permettre aux institutions de s'exposer plus facilement, aux particuliers également. Mais sur un produit dont on connaît la forme, quand on est une entreprise, on sait comment le rajouter à son bilan. Et au niveau des frais, ce sont des frais qui sont très bas. Alors des fois quand même supérieurs à l'achat direct de Bitcoin sur certaines plateformes. Mais pour certaines entreprises qui ne veulent pas avoir à gérer la custody et toute la complexité, ça va offrir les mêmes avantages que de passer par un ETF pour une entreprise américaine. C'est ça. Et c'est CoinShares en fait qui va gérer ça pour Bourso. C'est-à-dire que les clients Boursobank qui voudraient investir dans ce produit en fait vont investir dans CoinShares. C'est ça, c'est l'intermédiaire par lequel le produit va passer. Dans le produit qui était structuré par CoinShares. Et après, il y a une myriade d'intermédiaires et d'acteurs derrière. Donc il y a un setup légal. Derrière, il faut choisir aussi ce qu'on appelle un dépositaire.
c'est par qui et comment vont être conservés les actifs sous-jacents. En l'occurrence, sur l'ETP Physical Bitcoin qui s'appelle de CoinShares, c'est du Bitcoin en dur chez Komainu. Derrière, c'est très juridique en fait comme produit. Et jusqu'à la distribution par des brokers. Là, en l'occurrence, Boursobank le vend. Il y en a d'autres qui le vendent déjà, hein, l'ETP de CoinShares, et y compris le listing sur des bourses. Et donc, ces ETP sont listés sur des bourses, que ce soit la bourse allemande, la bourse européenne, avec des listings à Paris, en Suède, un peu partout déjà. Ce qui est intéressant, et ça recroise avec la première actualité qu'on vient de traiter, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Il était possible pour les entreprises européennes de s'exposer au Bitcoin, mais c'est disponible dans plus d'endroits, sur de nouvelles formes. Ça montre, et ça naturellement souligne un intérêt et de la demande, puisqu'on ne s'amuse pas à prendre autant de temps et à mettre autant de structuration juridique pour un produit qui n'intéresse personne. Et ça montre que, mine de rien, ce qui se passe aux États-Unis, même si c'est lent et par effet rebond, ça finit par donner des idées et inspirer des géants, même en Europe, qui, à un moment, vont pousser leurs concurrents à réagir pour eux aussi proposer des solutions similaires. Alors, on va en parler justement, comment les autres grandes banques vont réagir, à quoi s'attendre dans les prochains mois, mais juste avant, ça passe par CoinShares. Ça veut dire qu'il ne faut pas que CoinShares se casse la figure. Si CoinShares un jour va mal, venait à disparaître, les cryptos de ceux qui investiront dans ce produit Boursobank seront en danger ou pas? Alors, pour le coup, c'est bien différent. C'est des montages qui sont tellement complexes. Pour être totalement franc, je n'ai pas été lire les conditions générales d'utilisation, la ligne, le dépositaire, tous les backups, mais pour le coup, le plus important là-dessus, ce serait de regarder le dépositaire qui détient réellement ces crypto-monnaies. Et encore, la plupart du temps, c'est un système de multisignature et il y a plusieurs entreprises qui sont concernées. Normalement, et on m'arrête si je dis une bêtise, mais si la société en question fait défaut, ça ne veut pas pour autant dire que les actifs sont perdus et les clients devraient pouvoir les récupérer en un pour un. En tout cas, c'est ce qui peut se passer pour les autres ETP qui concernent des actions ou qui concernent d'autres titres. Oui. Pas de danger, quoi. Non, c'est des produits qui sont, on va dire, très connus et qui existent depuis des dizaines d'années. Et ça implique une protection du consommateur. C'est-à-dire que la société en soi de gestion peut faire défaut. Le sous-jacent existe toujours. Et c'est, en l'occurrence, les détenteurs de ces parts d'ETP qui, derrière, peuvent être rétribués. Et pourquoi c'est Boursobank qui se lance en première? Pourquoi c'est cette grande banque de détail-là qui fait le pas en premier avant BNP, avant Crédit Agricole, avant les autres? Pourquoi c'est eux? Alors, pourquoi eux devant les autres? C'est très difficile de répondre, on est sur de la spéculation. Après, je pense qu'on peut le dire, Boursobank, c'est l'ADN Société Générale. Bien sûr. Société Générale, ses premières émissions d'obligations sur la blockchain Ether, c'est 2017. C'est également un groupe interne qui a émis son propre stablecoin avec SG Forge. Pour moi, c'est l'établissement bancaire qui a compris, qui a commencé à travailler l'intérêt et qui a vu la techno et les actifs crypto comme intéressant le plus tôt et qui a commencé à travailler sur ces différents chantiers. Ça ne veut pas dire que ça va être rapide pour autant, parce que ce sont des géants et les prises de décision sont très longues, ce sont des cycles très très longs. D'ailleurs, on peut se demander comment ça se fait que Boursobank et SG Forge n'aient pas déjà fait quelque chose ensemble, alors que ce sont deux groupes internes de la Société Générale, mais parce que c'est des machines qui sont assez complexes, mais ils ont été avant-gardistes sur les crypto-monnaies, en tout cas en France. Stan. C'est un choix qui est assez cohérent de la part de Boursobank, de choisir cette entité-là au sein du groupe. On aurait pu aller sur la banque de détail Société Générale. Force est de constater que la clientèle de ces banques en ligne est la plus à même de consommer de la crypto rapidement. C'est l'étude Adan qui le prouve, c'est que les détenteurs de crypto sont 2 fois plus clients des banques en ligne que la population globale. Et vous allez voir que le nombre de clients de Boursobank va peut-être dépasser celui de Société Générale, la banque de détail Société Générale prochainement. On n'en est pas très loin. Quand on voit la croissance, ils sont à 7,8 millions d'utilisateurs, si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui, avec une croissance exponentielle sur les 12 derniers mois. Donc ce ne serait pas étonnant. Et du coup, les autres banques, elles vont réagir vite ou pas? Ça va leur donner un petit coup, là? Enfin, c'est une forme de banderie, là. Allez, ça va les pousser à accélérer leur adoption des produits, peut-être, à proposer au grand public, produits crypto, les Crédits Agricole, BNP et compagnie? La multiplication des annonces, le succès de BlackRock, ce que vient de faire Boursobank, ou même l'annonce de groupe BPCE avec Exarch, tend à démontrer que tous les groupes bancaires, même juste banque en ligne ou fintech, doivent se poser la question. S'il y a de la demande, pourquoi ne pas l'offrir? Il y avait un fond culturel de se dire Bitcoin et crypto, c'est dangereux, c'est le terrorisme, etc. Aujourd'hui, ce discours est complètement inversé. Ceux qui le tiennent, c'est ceux qui ont une page de retard quelque part. Donc ces initiatives, elles vont se multiplier. La question maintenant, c'est du timing. C'est-à-dire que construire une offre tout seul, ça prend du temps. C'est possible de le faire via des partenariats. Si c'est de l'expo indirect comme Boursobank,
c'est assez rapide d'aller voir et d'ajouter ces produits à leur service parce que ce sont des produits qui sont packagés comme tels. Par contre, maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est des offres où on peut acheter de la crypto et la retirer. Parce que quand on passe par un ETP, on ne peut pas récupérer la crypto. Et la force de cette nouvelle classe d'actifs, c'est quand même de pouvoir l'utiliser dans la finance décentralisée, d'aller chercher du rendement, etc. Et quand c'est des ETP, on ne peut pas avoir cette interaction. Donc typiquement, la plus grosse annonce, et ça devrait sortir dans les prochains mois, il y a encore une part de mystère, mais c'est Exarch de BPCE. Les données sont publiques. Quand on regarde comment a été capitalisée la société, c'est 45 millions d'euros. Donc il y a une ambition qui est forte. Et quand on regarde les actionnaires, on retrouve les têtes dirigeantes du groupe BPCE. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'ambition de ce côté-là. On attend de voir les annonces et quand ça va être public. À mon avis, c'est une affaire de mois, mais c'est un révélateur. Quand un groupe met autant d'argent sur la table, les autres vont suivre. BPCE, prochain sur la liste, donc peut-être, sans doute. Sans aucun doute, ils ont déjà fait une annonce. Il y a beaucoup de banques. Quand on regarde le Crédit Mutuel qui a déjà un fonds qui investit dans différentes sociétés crypto. Il y a également la banque de Lubac qui est très présente et qui propose déjà des solutions sur les crypto-monnaies. Donc, il y a déjà différentes banques françaises. Ce ne serait pas surprenant d'avoir un géant comme la BNP qui finisse par se positionner. S'il n'y a pas déjà des initiatives internes, toutes finalement finiront à un moment à un autre à proposer des solutions. Moi, la question que je me pose, c'est qu'il y a quand même une différence entre nos clients veulent des crypto-monnaies, nous leur permettons à travers un outil de s'exposer à ces actifs. Quand on voit ce que font les banques numériques, N26 qui vous permet par exemple tout de suite d'acheter sa crypto-monnaie, des Trade Republic qui commencent à prendre de la force en France, qui proposent ce genre de choses, et des positions comme des banques comme Revolut qui changent leur fusil d'épaule rapidement, naturellement les banques traditionnelles commencent à faire la même chose. Mais permettre aux gens de retirer et de devenir son propre dépositaire, de devenir sa propre banque en retirant sa crypto sur sa clé privée, on va au-delà de proposer de la crypto-monnaie à ses clients. On va sur un changement de la position qu'on a vis-à-vis d'une idéologie qui concerne le métier même de la banque, qui est d'être, entre guillemets, le dépositaire et le conservateur pour compte de tiers. Et je serais curieux de savoir quel établissement bancaire, même si on commence à avoir des idées, sera le premier à rendre cette responsabilité à son utilisateur, si tant est que ce soit sa volonté. Et même aux États-Unis, pour l'instant, ça n'a pas encore été vu de la part des grands acteurs bancaires. Si, Stanislas ? Non, mais ça va arriver très vite. On regarde des textes qui sont bipartisans maintenant et qui vont avancer et définir et s'inspirer un peu de Mika en plus facile. Et les banques qui, peu à peu, vont sans doute surgir dans cet écosystème crypto, ce sera un défi du coup pour les fintechs qui avaient pris un peu d'avance et qui verront là des géants débarquer sur leur marché également. On va voir comment les fintechs vont parvenir à réagir. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi sur notre chaîne YouTube aussi, BFM Crypto bien sûr. Pendant ce temps, les stablecoins continuent de monter en puissance. La semaine est historique, il n'y a jamais eu autant de stablecoins en circulation dans le monde, 230 milliards de dollars de stablecoins. Pourquoi ça monte tout le temps ? Owen. Je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'est que les stablecoins font que pour des questions de conjoncture sur du très court terme, dès qu'il y a de la volatilité, dès qu'on a de la peur, dès qu'on se demande si les crypto-monnaies peuvent justement se dévaloriser, on va se positionner en stablecoin, c'est-à-dire qu'on va rester dans l'écosystème crypto pour conserver son agilité, sa capacité d'investir, mais sans pour autant repasser à une monnaie fiat sur un compte bancaire qui probablement va générer un fait générateur d'impôts et qui va nous permettre de faire un retour laborieux si on décide de réinvestir de nouveau. Donc, conserver de l'agilité en se désexposant à la volatilité. Et la deuxième chose, c'est également le fait que, ça y est, il y a plus de visibilité sur les stablecoins, notamment aux États-Unis, avec le Stable Act qui vient d'être précisé. En tout cas, on en a vu certaines ébauches sur les réseaux sociaux et ça semble vraiment vouloir permettre l'innovation, en tout cas aux États-Unis, je précise bien. Mais aussi et surtout le fait que maintenant, avoir un stablecoin, c'est pas juste avoir un actif pour rester agile, c'est également être capable de générer beaucoup d'intérêt. Alors attention, pas en Europe. Si vous passez par une plateforme régulée, l'Union européenne vous interdit de passer par une société qui est régulée et qui vous propose du rendement. Il faudra donc aller dans un autre pays qui est plus pro-innovation ou alors directement dans la blockchain. Oui, et alors peut-être parmi ces autres pays, les États-Unis, encore qu'ils sont en train de réfléchir à pourquoi pas interdire le rendement sur les stablecoins aussi. C'est une des actus. Pour les établissements bancaires, si je dis pas de bêtises. Pour tout le monde, je crois. Pour les acteurs, tous les acteurs régulés ? Pour tout le monde. Ce qui fait qu'on se disait que les États-Unis allaient être plus souples là-dessus. Tout à fait. C'est pas encore tout à fait prouvé. Après, ça peut changer, c'est pas encore voté. Il y a une perspective politique à avoir sur les stablecoins, et c'est là où il y a de la demande, on parle des cas d'usage Web3, etc. Très bien. Mais quand Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, explique que le but, c'est de quelque part étendre l'hégémonie du dollar américain, et on utilisera les stablecoins pour ça, je le cite, c'est là où il ne faut pas être naïf. C'est qu'eux, ils y voient un intérêt, même pour trouver de l'acquisition, de la demande sur les dettes court terme
de l'État américain, parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a un stablecoin, ce n'est pas du 1 pour 1 avec du cash, il y a de la dette court terme. La statistique qui est éclairante, c'est Tether, qui est le 7e plus gros acheteur en 2024 de dette court terme américaine. Premier pays, les Caïmans, deuxième, la France. C'est aussi un révélateur. Et quand on analyse, et on va voir plus loin, les BRICS, au contraire, sont de moins en moins acheteurs de cette dette court terme américaine. Donc il y a une portée politique. Scott Bessent le dit. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'en Europe, on comprend qu'il y a une sorte de bataille monétaire, un nouveau champ de bataille monétaire qui se crée? La réponse de l'Europe, pour l'instant, c'est l'euro numérique, qui, à mon sens, est une sorte de réponse à côté de la plaque, dont on n'a pas encore compris quels étaient les problèmes qui sous-tendaient cette réponse-là. Donc ne soyons pas naïfs et poussons pour que les acteurs et les émetteurs, déjà, puissent se développer, de changer MiCA, gros sujet, ou 3, même de faire en sorte que différentes banques se mettent entre elles pour éviter l'effet de le stablecoin de la banque A va être refusé par la banque B parce qu'il est brandé et il a les couleurs de la banque A. Oui. Donc il faut prendre aussi le sujet sur un angle politique et ça, les directions générales le comprennent. Il y a un effet Trump, ça fait peur. Je vais être beaucoup plus pessimiste. Moi, je pense qu'on est déjà complètement à côté. On a perdu et on ne pourra plus gagner. C'est-à-dire qu'on a, avant même d'avoir des stablecoins euros qui deviennent importants et qui sont très capitalisés, on a régulé. Et c'est une régulation qui est si dure que le peu de stablecoins régulés sont des stablecoins dollars. On en est là. Ouais. Donc on a réellement fait quelque chose qui ne permet pas à un acteur vertueux européen d'émettre un stablecoin euro. Il y en a, il y a des banques qui le proposent, mais c'est très compliqué, ça n'est pas réellement utilisé parce que même quand le stablecoin peut être détenu par les gens qui l'utilisent, il n'a pas vraiment de solution ni de rendement dans la DeFi. Il faut les rendre attractifs naturellement, il n'y a pas de magie. C'est cette rémunération et cet intérêt, cette capacité à partir sur plein d'autres crypto-monnaies qui donne envie de détenir le stablecoin. Si c'est un actif dont l'avenir est incertain, personne n'en veut. Et c'est ce qui fait que globalement, même en Europe, quand on utilise un stablecoin régulé, on veut un stablecoin qui vient d'un émetteur américain. Et ouais. Et c'est pour ça que les stablecoins euros sont si en retard. Et j'en ai besoin, moi, du stablecoin euro. C'est-à-dire que si la stratégie de Donald Trump est d'abaisser la valeur du dollar, typiquement, on a vu un petit regain de l'euro. Bon, moi, j'ai un peu de stablecoin dollar, je m'en mords un peu les doigts. C'est-à-dire j'ai besoin de ce stablecoin euro. Et après, ce qui est intéressant et ce qui permet de décrisper... Bien, vous en faites la promotion, c'est bien. Il faut décrisper aussi un peu le sujet. C'est que les stablecoins, c'est pas que ce sujet de taxes qui était important et qui justifie la première demande. C'est que maintenant, il y en a un besoin, même pour nos entreprises, pour l'utiliser sur du trading de commodités avec le continent africain ou certaines parties du monde. Si on veut faire de l'euro une monnaie internationale, c'était quand même le projet de concurrencer le dollar. Mais utilisons les rails blockchain et un stablecoin euro pour un peu sortir de l'ornière juste crypto et faire en sorte que nos entreprises l'utilisent. Mais on en revient à une réflexion qui est bien européenne, pour qu'il n'y ait strictement aucun débordement, pour qu'il n'y ait strictement aucun problème ou aucune question, aucune responsabilité à assumer, on ne fait rien. C'est au privé de s'emparer aussi du sujet. Alors, les stablecoins qui sont en train de continuer à monter en puissance, on le disait, record de stablecoins en circulation cette année, c'est porté par les blockchains. BPI a annoncé cette semaine qu'ils comptaient doubler leurs investissements dans les blockchains dans les 5 prochaines années. Pourquoi ? Pour éviter d'accumuler trop de retard sur les Américains. On voit qu'aux États-Unis, les blockchains sont de plus en plus utilisés. L'administration Trump pourrait utiliser la blockchain, par exemple, pour réformer certains programmes de dépenses. Les usages des blockchains, c'est l'objet de la question crypto qui claque. Chaque semaine, effectivement, on pose cette question forte à nos experts. Et cette semaine, la question crypto qui claque est une question technique. Owen et Stanislas, êtes-vous prêts ? Ouais, prêt. C'est parti. Donald Trump a annoncé, vous le savez, des droits de douane de 25% sur les véhicules et les composants des voitures. Les blockchains pourraient-elles offrir une parfaite traçabilité des composants des véhicules pour savoir combien de fois chaque composant a passé la frontière américaine et ainsi taxé en pleine connaissance de cause ? Est-ce que les blockchains pourraient aussi servir à ça ? Oui ou non ? C'est la question crypto qui claque de la semaine. Vous êtes nombreux à participer depuis ce matin sur notre fil X, BFM Crypto. Et surtout, pensez à nous laisser vos arguments en commentaire. On essaie chaque semaine de rebondir dessus. Owen et Stanislas, vous allez pouvoir nous répondre. Est-ce qu'à vos yeux, les blockchains peuvent apporter une solution pour tracer précisément les allers-retours de chaque composant d'un véhicule et ainsi taxer justement, parfaitement, comme il se doit, les véhicules, appliquer les droits de douane tels que les a annoncés Donald Trump ? Owen ? Je dirais oui, mais une réponse tout partielle. Non. Non ? Oh, il casse l'ambiance. Attendez, Stanislas, pourquoi vous pensez que ça marche, que les blockchains ne permettront pas d'avoir une parfaite traçabilité des composants des véhicules ? L'enjeu de la traçabilité est réel, mais moi j'ai un doute ontologique. Est-ce que c'est un sujet technique, la traçabilité ? Non. Quand on regarde le nombre de produits, de pièces qu'il faut pour des produits transformés, que ce soit des véhicules ou autres, c'est toujours compliqué de mettre autour de la table
et ça devient un sujet de gouvernance, tous les acteurs seront une même solution technique et avec une transparence de la donnée entre acteurs qui n'ont pas envie d'avoir de la transparence. Est-ce qu'on peut faire assez de confidentialité? C'est compliqué. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas tant que ça, la traçabilité sur blockchain. Moi, le point qui me ferait le plus douter, ce serait même pas que cette approche et cette vision-là, ce serait plus le fait que ça sert à rien d'avoir un outil qui permet une traçabilité parfaite si cette preuve de traçabilité n'est pas acceptée par le gouvernement, par exemple. Donc ce serait aux États-Unis d'accepter une preuve blockchain pour que cette dernière ait de la valeur. Ce serait un peu comme dire la technologie blockchain et les NFT seraient parfaits pour faire des passeports ou pour pouvoir s'identifier quand on va voter. C'est vrai, mais tant que notre pays n'accepte pas cette authentification ou n'accepte pas cette preuve d'authentification, elle n'a strictement aucune valeur. Oui, mais c'est un vrai enjeu, parce que, par exemple, Donald Trump a annoncé cette semaine donc des droits de douane de 25% sur les véhicules et sur les composants des véhicules. Sauf que les composants des véhicules fabriqués aux États-Unis, ces composants passent la frontière mexicaine 7 à 8 fois parfois. Compliqué d'avoir une traçabilité parfaite. Est-ce que les blockchains peuvent apporter la solution et cette traçabilité nécessaire? On va regarder vos réponses à cette question qu'on vous pose aujourd'hui sur le Félix BFM Crypto. Vous êtes optimiste, vous pensez à 88%, voilà, c'est le taux de réponse positive, 88% que les blockchains apporteront la solution. Laissez-nous à chaque fois vos arguments en commentaire, on essaie de rebondir dessus. Les blockchains, la tokenisation aussi qui est en train, cette tokenisation de monter en puissance. Dubaï cette semaine a annoncé officiellement par exemple la tokenisation de son marché immobilier et on peut aussi, messieurs, faire de la tokenisation financière. Ah oui, ça fait du bien d'entendre ça quand même, juste avant le week-end en plus. Pour répondre à cet auditeur, Rodolphe, qui nous a écrit, vous parlez tout le temps de tokenisation, mais à quoi sert la tokenisation financière? Et cette question, elle est d'actualité, puisqu'il se trouve que cette semaine, la bourse de Chicago s'est associée à Google Cloud pour un problème pilote de tokenisation des marchés. Stanislas. D'un point de vue technologique, la tokenisation, c'est faire des transferts avec moins d'intermédiaires, je n'ai pas dit pas d'intermédiaires, avec moins d'intermédiaires, à moindre frais, plus rapidement, et y compris le samedi et le dimanche. Là, aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Donc, en gros, c'est conférer tous les avantages qu'on a découverts sur Bitcoin et les conférer à des actifs qui existent dans le monde traditionnel. Attention, c'est une représentation, la tokenisation. On représente une action ou une obligation, elle existe bien, entre guillemets, dans le monde réel. Donc, technologiquement, oui. Après, il y a quand même des sujets, c'est qu'il faut adapter le droit, les législations, construits sur différents siècles, parce que le monde avait besoin de centralisateurs et beaucoup d'intermédiaires sur le fonctionnement, les chambres de compensation, les risques de contrepartie, etc., qui tombent un peu avec la technologie. Donc, on y croit. Maintenant, la question, c'est de savoir quand. Il y a plusieurs études, plusieurs cabinets de conseil. Nous aussi, on s'y est attelé, essayer de dire à 2030 combien il y aurait d'actifs tokenisés en circulation. La réponse, c'est qu'il y en aura beaucoup, parce que c'est casse-gueule de donner un chiffre, mais on est assez convaincu du potentiel. Owen. En une ligne, et c'est ce que je vois quand on regarde le Chicago Mercantile Exchange ou quand on voit certaines initiatives de ce genre, je pense que la bonne excuse pour aujourd'hui aller vers la blockchain, c'est le fait qu'il n'y ait plus ce risque de compensation sur l'actif qui a été tokenisé. On peut automatiser des systèmes pour les faire tourner 24 heures sur 24, week-end et jours fériés. Et en ouvrant les marchés financiers 2 jours de plus par semaine, techniquement, on va faire passer plus de volume. J'ai quand même un sujet, c'est que si on collatéralise sa maison et qu'on se fait liquider, où on dort ce soir? Tout à fait. Alors, c'était une question par quelqu'un hier à l'événement de BPI. On ne dort pas dans un token, quoi. Exactement. Ouais. Alors, on n'élit pas domicile dans un token. Merci messieurs de nous avoir accompagnés. C'était les pros des cryptos. Owen Simonin, combien d'abonnés à votre chaîne YouTube Asher? Plus de 750 000. Alors, vous êtes comme les tokens et les blockchains et les cryptos, on vous arrête plus, Owen. Merci de nous avoir accompagnés et rejoint le plateau. Merci aussi à vous, Stanislas, Barthélémy, pour KPMG. C'était les pros des cryptos à retrouver tout le week-end, bien sûr, sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.